Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un aperçu de la CR7 version A717. Au niveau construction, on se trouve au-dessus de la série Aspire E5 du même constructeur, puisqu'on est sur du plastique brillant, type aluminium brossé légèrement, qui attire par contre beaucoup les traces de doigts. Notre modèle se compose d'un Core i5 7300HQ, d'une GTX 1050 Ti, avec 4 Go de mémoire dédiée et 8 Go de mémoire DDR4. Au niveau connectique, nous avons droit à une prise Kensington, une prise LAN, une prise USB Type C, une prise HDMI, une prise USB 3 et un lecteur de carte. De l'autre côté, nous avons une prise jack micro, deux prises USB 2, les témoins d'alimentation et de charge, et une prise DC jack qui va alimenter un chargeur de pas moins de 140 watts. Le clavier est de type chiclette, pleine taille, avec pavé numérique, la course des touches est quand même relativement assez courte. Le touchpad est de très grande taille, il est mis en valeur par un petit liseré de type argenté, et on a un lecteur d'empreintes biométriques sur le dessus. Pour finir, Acer a eu la bonne idée de doter son clavier d'un rétroéclairage qui est fixe, donc on peut l'allumer ou bien l'éteindre. La visibilité des touches est quand même relativement bonne de nuit. L'écran de 17,3 pouces Full HD 1920 par 1080 est une dalle IPS relativement brillante avec des angles de vision très larges. À 45 degrés, on a une image qui reste relativement nette. On pourra donc avoir un usage de type bureautique, multimédia, mais aussi pour les jeux. Nous allons à présent analyser l'agencement des composants dans cet ordinateur. Ce qui frappe en premier, c'est l'énorme refroidisseur qui est utilisé ici. Nous avons droit à deux caloducs qui refroidissent à la fois le processeur et la carte graphique. Ils sont dépendants tous les deux, c'est-à-dire que nous pouvons avoir un petit transfert de chaleur aussi bien du côté de la carte vidéo vers le processeur et vice-versa, même si on n'utilise que l'un ou que l'autre dans les applications. Alors le mieux, c'est d'avoir un caloduc par composant. D'un point de vue technique, c'est mieux. Les deux ventilateurs assurent le refroidissement du processeur et de la carte graphique. En charge, ils se font entendre un petit peu sans que le bruit reste agaçant. D'un point de vue maintenance, la prise DC jack pourra être facilement remplacée vu qu'elle tient que sur un câble, et les prises USB ainsi que la prise jack et sur une carte PHY pourront également être remplacées. Un emplacement mémoire vide est disponible au besoin pour ajouter une barrette. Un disque dur de 128 Go SSD au format M2 est dans l'appareil, ainsi qu'un disque de 1 Tera non visible sur la vidéo. Pour finir, la batterie est donnée par le constructeur pour une autonomie de 6 heures. En réalité, il faudra compter 4h, 4h30. Nous allons à présent tester le processeur i5 7300HQ avec le programme Prime 95 qui va permettre d'utiliser le processeur à 100% et de lui simuler une charge très lourde. Par la même occasion, nous allons appliquer aussi une mémoire de 5000, donc 5 Go supplémentaires, comme ça va tester un petit peu tout le matériel. Donc nous lançons le programme et nous allons voir sur notre fenêtre de monitoring si les fréquences sont bien tenues, si les températures sont correctes, c'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Le processeur a une plage de fréquence de 2 Go 5 à 3 Go 5. Ici nous sommes à 3 Go en moyenne, ce qui est relativement bon en sachant qu'il fonctionne à 100%. Les températures sont relativement bonnes par rapport à la charge qui est appliquée ici. Nous avons un CPU Package Power d'environ 25 watts. Le processeur peut donner, quant à lui, jusqu'à 45 watts. Le fabricant, lui, a décidé ici, en fait, de abaisser le TDP pour que ça reste dans une limite convenable et pas que les températures explosent. Donc c'est très bien parce qu'on reste quand même sur une valeur, on est proche des 3 Go, 3 Go 1, et les températures sont très bonnes. Au bout de 5 minutes, on revient sur notre logiciel de monitoring pour vérifier les températures. Donc nous sommes à 69 degrés sur 1 cœur, la température maximale que nous avons pu relever, ce qui reste très bon. On aurait fait le test pendant 2 heures, voire plus, les températures seraient restées sensiblement les mêmes. On passe à présent à Unigiven version 4, un benchmark 3D de 2013, qui reste assez vieux, mais même les options poussées à son maximum comme ici, on voit que la vidéo n'est pas forcément fluide. Donc nous allons tester à la fois la température processeur et la température de la carte vidéo à la fin de ce bench. Au bout d'une heure de bench, nous arrivons à des températures de 82-83 degrés sur l'ensemble des cœurs du processeur, ce qui peut paraître élevé, mais la carte vidéo est aussi bien sollicitée. On est à 3 Go 4 en moyenne sur le processeur au maximum, donc il est utilisé à son maximum. Si la carte vidéo et le processeur avaient été dissociés au niveau du caloduc pour le refroidissement, les températures auraient pu être légèrement moindres. Après, au niveau de la carte vidéo, sur l'ensemble du bench, nous sommes arrivés en moyenne à 60-70 degrés, ce qui reste tout à fait convenable.
Au final, sur ce produit A7 A717, nous avons un produit de qualité qui a un très bon compromis au niveau processeur et carte vidéo. Les températures restent tout à fait correctes, un châssis de qualité, un écran de qualité et un clavier rétroéclairé qui est vraiment sympa. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.